En parler. Honoré Naum. Vous êtes à l'écoute de la 94.3 Radio Cotonou, émettant de Sikekodji. Bonjour à chacun et à tous. Comme partout ailleurs, la route fait des victimes à Cotonou et au Bénin. La violation des règles les plus élémentaires de sécurité routière est un constat regrettable au quotidien. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores et bien entendu, dépassement imprudent, stationnement anarchique, l'insolence de certains conducteurs, surtout des bus Tokpa et des gros porteurs finissent par des chocs dont les conséquences laissent sans voix. Nul n'est à l'abri et des exemples donnent de la sueur froide et laissent des familles entières dans la détresse. Sur la Dominicale de Vérité, franc-parler, nous cherchons à savoir les défis à relever dans ce domaine pour éviter à la limite des décès aussi facilement. Il est important de situer la responsabilité de toute la communauté avec un regard perçant sur la mission du Centre national de sécurité routière. Pour en parler ce dimanche, nous recevons un socio-anthropologue, Monsieur Georges Anangonou. Il est le chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Monsieur Anangonou, bonjour. Bonjour Honoré, bonjour aux auditeurs de Radio Cotonou. Je voudrais dire bonjour aux Cotonois. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Cotonou. C'est moi, oui. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions. Auditrices et auditeurs d'ailleurs, pour poser les questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes s'il vous plaît, sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Georges Anangonou. Bonjour. Je le disais tantôt, vous êtes socio-anthropologue et chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes là-bas ? Je ne sais pas, ça fait depuis 2012 que je suis là-bas, mais j'ai commencé par toucher aux activités concernant le transport de façon générale et les travaux publics depuis 2009. J'ai été nommé assistant du ministre des Transports. D'accord. Je n'ai pas quitté alors. Vous n'avez pas quitté, vous êtes toujours dans le secteur transport. Ouais. Alors, je voudrais bien savoir, qu'est-ce que la touche socio-anthropologue apporte à la sécurité routière? Merci beaucoup. Oui. En fait, la sécurité routière, c'est une question de société. C'est une question sociétale. Et en tant que telle, ça apporte à agir sur les interactions entre les hommes, à connaître les forces et les faiblesses de comportement d'un homme. Et agir en sécurité routière, c'est amener les hommes à adopter un comportement responsable sur la route. Autrement dit, c'est un métier pour le sociologue. De pouvoir aller chercher les tenants, les interactions, les coutumes, les règles de conduite qu'ils font que l'homme doit pouvoir savoir que lui, il est le responsable de celui qui peut produire la sécurité sur la route. Et de savoir que lorsqu'on prend le triptyque de la sécurité routière, c'est-à-dire l'homme, la route et le véhicule, donc la machine, que l'homme est responsable à 80% d'un accident qui arrive. Et donc, pour agir en sécurité routière, il faut essentiellement agir sur l'homme, agir sur la société. Et c'est en ce moment que le sociologue retrouve sa place pour chercher les mots qu'il faut utiliser pour s'adresser aux hommes, pour s'adresser aux usagers de la route, pour savoir quelles sont les tendances ou les comportements qui résistent à la production de la sécurité sur la route.
Et donc, le sociologue, dans son métier, lorsque... Donc, votre casquette ou bien votre profil de départ vous facilite la tâche un temps soit Je peu, pense que c'est pour ça aussi que j'avais choisi d'aller en sécurité routière. D'accord. Parce que moi, déjà, depuis la terminale, j'avais envie de savoir quelles sont les interactions, qu'est-ce qui motive l'homme à agir de telle ou telle manière, et qu'est-ce qui peut l'amener à bien se comporter avec son voisin, avec son prochain. Je m'étais intéressé à cela, ça m'a conduit en sociologie, bien sûr, et après, ça me conduit à une matière purement sociologique, c'est-à-dire la sécurité routière, où il faut agir tous les jours sur le comportement de l'homme. D'accord. Alors, au Centre national de sécurité routière, depuis peu, vous avez un nouveau directeur. Oui, bien sûr. Vous avez fait quoi de l'ancien? Il vous a fait quoi? Non, c'est pas ça. Nous sommes dans l'administration. Oui. Ce sont les autorités qui décident et qui confient la mission qu'ils veulent, qu'elles veulent du moins à chacun. Et lorsque les autorités constatent que bon, vous êtes à un niveau où vous avez déjà donné tout ce que vous pouvez donner dans un domaine où on vous a placé, l'autorité peut alors décider d'amener un souffle nouveau, en quelque sorte, à la matière. Et moi, je pense que nommer un nouveau directeur, c'est apporter un souffle nouveau. Et à l'ancien, je pense que mon ex-directeur aussi disait, bon, voilà, j'ai donné tout ce que je peux pour la sécurité routière et par conséquent, je peux servir. Peut-être que l'autorité aura à l'appeler ailleurs. Mais pour le moment, il nous a amené quelqu'un et pour la petite histoire, c'est qu'il faut savoir que, bon, voilà, la sécurité routière, c'est essentiellement de la communication. D'accord. C'est essentiellement de la communication et la communication aujourd'hui, elle est numérique. Elle est technologique et pour digital. Et donc pour atteindre cet objectif, il faut quelqu'un du métier. Et je pense que le directeur que nous avons aujourd'hui, Ariel Sacramento, il est du numérique, il est de la communication numérique et déjà ces premiers pas nous montrent que bon voilà, nous allons en voir quelque chose qui va changer dans la sécurité routière au Bénin et ce n'est que le bonheur que nous attendons. Donc voilà. De toute façon, oui, je pense que puisqu'il est du numérique, il est capable de vous interroger à 23h01, même quand vous êtes chez vous, parce que justement, il a le téléphone dans sa main et que lui, quand une question lui vient à la tête tout de suite, il t'écrit pour dire Monsieur Anagounou ou mon collègue, Monsieur Corvi. Ça vous oblige à déposer votre bouteille de bière, c'est ça, ou bien de soda, bon, je suis pas, et aller lui répondre, c'est ça? Voilà. Soda, c'est mieux pour vous. Et de l'eau aussi, souvent. Donc, bon, voilà, et de lui répondre. Et pourquoi pas tous mes collègues s'adaptent. Nous aimons aussi cette manière de travailler. Et que quand il veut travailler, il veut parler aux gens, voyez-vous, il crée tout de suite une plateforme. C'est quand il est venu, c'est ce qu'il a fait. Il crée tout de suite une plateforme qui lui permet de parler à tous les responsables à la fois. Et dans chaque domaine, il crée des plateformes. Je pense que cette nouvelle manière de travailler et à voir ce que la technologie, le numérique apporte à la sécurité routière aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un souffle. On peut essayer une analyse comparative? Ou bien non, on ne le fait pas. C'est pas conseillé, pas conseillé de le faire parce que moi, je me contente de celui qui est là et je parle de l'actuel. L'autre a déjà fait ses preuves et il est parti. Il faut le laisser tranquille et travailler. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut que celui qui est là maintenant fasse aussi ses preuves pour montrer que les autorités n'ont pas tort de l'amener là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Maintenant, vous allez nous dire concrètement, au niveau du Centre national de sécurité routière, quelle est la mission, ou bien quelles sont les missions qu'on vous a assignées concrètement au niveau de ce centre par rapport à la sécurité routière? La phrase peut paraître simple, mais complexe en même temps. Allez-y. La mission principale, c'est qu'on demande au Centre national de sécurité routière d'utiliser tous les moyens, on va bien préciser, on va revenir là-dessus, d'utiliser tous les moyens pour réduire la mortalité routière, pour réduire les accidents sur la route. Donc, on nous demande, l'État a confié à cette structure la responsabilité d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour que nous ayons de moins en moins d'accidents sur nos routes. Est-ce que nous y arrivons? Bon, voilà, je suis devant vous ce matin pour répondre à ces genres de questions. Et s'il y a parfois nécessité d'apporter des preuves, on les apportera. D'accord. Vous dites que l'État vous demande d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour réduire les accidents de route. Quels sont les moyens là? Je voudrais bien savoir. Oui, les moyens que vous devez utiliser. Partout, comme partout d'ailleurs. Oui. Le moyen principal, c'est la sensibilisation à travers les campagnes médias.
avec un pays immédiat. Je le disais à mon directeur, j'ai pour responsabilité de tout faire pour que lorsque la presse nous ouvre la porte pour venir apporter la parole, que tout faire pour répondre. Tout faire pour répondre. Hélas, je ne suis pas seul. C'est tous les collègues. Si vous m'aviez dit ce matin, par exemple, que vous voulez parler de contrôle technique automobile, peut-être qu'il ne serait pas venu et j'aurais envoyé le responsable de contrôle technique automobile. Si vous voulez parler de l'audit de sécurité routière, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce que la route tue plus qu'un autre endroit, je vous appellerai ma collègue de l'audit interne. Donc, vous voyez, et ce qui est fondamental aussi en sécurité routière, c'est les statistiques que nous tenons et qui nous permettent de savoir si la route tue plus ou s'il nous arrive à un moment que la route tue moins. Mais parce que c'est à travers les statistiques que la sensibilisation que nous faisons, les campagnes médias que nous faisons, c'est à travers les statistiques que nous pouvons constater que, maintenant là, on a pris une décision qui permet de diminuer la mortalité routière. C'est cela. Et bon, voilà, je ne le dirai jamais assez. Et c'est ça qui fait que, bon, parfois, vous savez, je peux aller jusqu'à Tanguita, je peux aller jusqu'à Segmana, juste sur une radio communautaire, parce que ceux qui habitent là, les usagers qui sont là ont besoin de l'information, ont besoin de l'éducation routière, ont besoin de la sensibilisation. Et donc, je peux y aller. Vous voyez que être avec vous ce matin, c'est utiliser le moyen essentiel dont nous disposons pour agir. D'accord. Alors, quels sont les autres moyens que vous avez, que vous devriez utiliser dans les règles de l'art? Bon, d'accord. En dehors de la sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Parce qu'on ne pourra pas dire, bon, ok, on y va dans la prévention. Je vous ai dit dès le départ, je dois agir sur le comportement de l'homme. D'accord. Et pour le faire, je donne juste un exemple. Nous sommes dans un amphi, dans une promotion. Les professeurs viennent, ils dispensent leurs cours magistraux et ils partent. Qu'est-ce qui leur permet de savoir après, est-ce que les étudiants captent leur message? Contrôler. Le contrôle qu'ils font. Oui. D'accord? Et nous, après, quand nous faisons la sensibilisation, il y a quelqu'un qui passe par derrière qui fait le contrôle, c'est la police. Qui va sur la route. Donc c'est pas le centre qui fait le contrôle? Non, puisque la répression est exclusivement dédiée à la police dans notre constitution. Exclusivement. Or, la répression elle-même en tant que telle est pédagogique en sécurité routière. Vous les avez formés? Les policiers? Oui, nous sommes en contact tout le temps. Dans le domaine des normes du métier. Oui, à un moment donné, nous étions en train de discuter avec la police pour que dans les cours qui sont donnés dans les écoles de police, nous puissions progressivement introduire la sécurité routière dedans, la prévention routière dedans, pour qu'on puisse... Mais toujours est-il qu'on a même des forums où parfois des policiers ils posent des questions, nous aussi, et on essaie de répondre. Eux, ils essaient de nous dire ce qu'ils en pensent, et nous aussi. Mais une campagne de répression est essentiellement dédiée à la police, et ce que la sécurité routière fait, c'est d'être à côté de la police, c'est d'aller chercher à élaborer les tests qui vont régir cela, et de mettre à disposition. Et voilà comment est-ce que nous travaillons avec eux. Donc, les deux éléments essentiels de la sécurité routière, la sensibilisation en amont, d'accord? Et puis, bon, d'autres l'appellent ça répression, tu peux appeler ça contrôle, et le contrôle de la police pour finir, pour y arriver. Nous avons, dans ce pays, pendant des années, sensibilisé sur le port de casque. Pendant des années, sensibilisé sur le port de casque. Et il a fallu qu'un commissaire arrive un jour, un directeur général de la police arrive un jour, et il nous dit, mais oui, mais vous avez sensibilisé tout le temps, mais les gens ne portent pas le casque à Cotonou. Et nous avons de plus en plus de motos. Vous savez, la politique qui a fait que, développée par notre pays, des motos de temps, vous vous rappelez, dans le temps, qui a fait que le Burkina Faso, un peu le Niger, qui avait beaucoup de motos avant, rapidement, le Bénin les a dépassés. Et aujourd'hui, nous avons le plus gros parc en matière de 2 roues dans la sous-région. Et donc, quand vous faites face à ça, c'est qu'il faut prendre des précautions. L'une des premières précautions, c'est que les gens puissent se protéger lorsqu'ils sont à moto. Et c'est le casque qui est à notre disposition. Nous avons pris 10 ans pour faire de la sensibilisation. Et lorsque ce directeur de la police, que je préfère ne pas donner le nom, est venu, mais on l'appelait le fou dans le temps, il nous a appelé, il nous a dit, bon voilà, nous allons faire encore une sensibilisation accrue de quelques jours, et après nous allons passer à la répression.
Et ce qui était merveilleux, c'est que le jour-là, à Cotonou, quand nous sommes passés à la répression, eh bien, ce premier jour, plus de 80% des motocyclistes étaient avec leur casque. C'était heureux de constater. Et on se disait, mais on faisait la sensibilisation depuis. Les gens avaient... je donne souvent l'exemple d'une société. La société, compte tenu de nos sensibilisations et tout, a subventionné l'achat de casques dans la société. Et les travailleurs aussi ont cotisé. Mais pendant longtemps, le magasin est rempli de casques. Les gens ne sont pas allés chercher. Mais dès que nous avons lancé le contrôle, la répression de non-port de casque, eh bien, il paraît que la veille, le magasinier n'a pas pu rentrer chez lui à l'heure parce que tout le monde venait chercher leur casque. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et rappelez-vous, il y a un moment, c'est l'un des défis, puisque vous avez parlé de défis. Notre défi aussi est que le passager sur la moto aussi puisse porter. Parce que quand nous avons lancé le port de casque et que les gens commençaient à porter de casques à Cotonou, même des Européens qui venaient ici disent, mais il y en a un qui m'a dit, mais je suis arrivé, on est arrivé il n'y a pas à peu un an et demi, personne ne portait de casque. Et qu'est-ce que vous avez fait? Quelle magie vous avez fait? Je lui ai dit non, la magie c'est que nous avons décidé un jour de réprimer le non-port de casque, et quand nous avons fait ça, les gens portent le casque. Donc vous voyez, c'est cette action entre nous, interaction entre la police et les spécialistes de la prévention routière qui peut faire avancer la sécurité dans un pays. D'accord. Alors, vous avez un centre national de sécurité routière. Oui. Et donc, les usagers de la route amènent donc les véhicules là-bas, au niveau du centre, chaque année, ou périodiquement pour d'autres, selon l'utilisation qu'on fait de nos moyens. Oui. Alors, au niveau du centre, quels sont les services que vous apportez aux populations, aux concitoyens? En réalité, le contrôle technique, l'attestation du contrôle technique que vous recevez quand vous amenez votre véhicule au centre d'ancienne sécurité routière, l'État trouve que l'État dans lequel se trouve votre véhicule lui permet de rouler sur nos routes. D'accord. Et de ne pas constituer un danger pour ce que les autres. C'est l'une des missions. Oui, voilà. Je vous disais que l'État nous a dit, faites tout ce qui est possible pour réduire. Et l'État a considéré dès le départ que le contrôle technique automobile est un acte de prévention routière. Okay. Parce que, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on prend le type, l'approche systémique, on trouve que l'homme est responsable à près de 80% lorsqu'arrive un accident. Mais il y a le véhicule qui est à peu près 15% de responsabilité. Cela veut dire que l'état de véhicule peut amplifier les conséquences d'un accident si le véhicule n'est pas chose là. Donc nous, notre responsabilité, et ça je le dis souvent aux techniciens, c'est une responsabilité lourde qu'on nous a confiée, de dire que ce véhicule est en état de circuler sur nos routes. D'accord. Notre directeur, on faisait juste un débat entre nous la dernière fois, il dit, il semble quand même qu'il y a des pays... Le nouveau. Le nouveau. Il semble que, bon, vous savez... ça apporte de nouvelles idées, beaucoup. Et on les étudie avec lui. Il paraît que dans certains pays anglophones, on ne faisait pas le contrôle technique des véhicules. Oui. La question de la sécurité est du domaine de l'État. Et c'est l'État qui peut décider de quelles mesures il prend pour assurer la sécurité des usagers sur la route. Okay. D'accord? Lorsque vous voyagez, vous allez dans certaines capitales en Afrique, vous dites, mais bon, voilà, vous voyez le parc automobile. Moi, je faisais beaucoup à Addis Abeba. Si vous voyez l'état des véhicules, vous dites, mais c'est pas possible. Mais Addis Abeba, c'est à côté. Vous allez au Maroc. J'allais au Maroc, ça fait plus de 10 ans, quoi, que je fréquente les collègues marocains en matière de sécurité routière. Au départ, les véhicules, quand vous voyez leur état, ils utilisaient les Mercedes anciens. Et l'État a pris la décision. Surtout au Maroc. Et des fois, la carrosserie trompe sur la puissance de la voiture. Oui, mais là, on passera au Nigeria. C'est comme nous avons l'habitude de dire que les Nigérians, c'est pas la carrosserie qui conduit, c'est le moteur. Quelqu'un me disait ça aussi. Mais ce qui est frappant, ce qu'on voit tout de suite, c'est la carrosserie, c'est le physique. Et donc, par exemple, les Marocains, ils ont décidé de renouveler le parc. Et je pense qu'ils avaient accordé $2000 ou quelque chose comme ça aux chauffeurs professionnels interurbains de commencer par changer
l'état de véhicule. Et aujourd'hui, vous allez au Maroc, c'est vrai, vous voyez qu'il y a quand même de nouveaux véhicules qui sont dans la cité. On peut faire la même chose aussi au Bénin, pourquoi pas? Notre État décide. Notre État avait essayé quelque chose dès que ce nouveau régime est venu. C'est le phénomène de Bénin Tarsi. Bénin Tarsi était appelé à révolutionner le parc automobile de notre pays en ce qui concerne les taxis. Ce qui est sûr, je ne suis pas là pour faire le bilan de ce projet-là. Mais qu'au début, c'était une très bonne intention. Qu'est-ce qui n'a pas pris? Je ne sais pas. Je me disais souvent que circuler aussi, la mobilité urbaine dépend aussi de l'état des infrastructures. L'état de l'infrastructure. Et on se posait la question de savoir, est-ce que les véhicules neufs sortis par l'État pour Bénin Tarsi, du moins, pouvaient aller dans certains coins de Agra, par exemple, et tout. Mais je pense qu'une étude doit se faire pour faire le bilan de cette affaire-là. Mais vous parliez du contrôle technique, je voudrais aller plus loin. Vous dites, ces véhicules-là, on fait quand même de contrôle technique pour ces véhicules dans ces pays. Et la dernière fois, je suis allé... Parce que ce qui fait souvent rire, c'est quoi? C'est quand vous êtes en circulation et quand vous voyez un camion qui doit changer de direction et c'est le chauffeur et l'apprenti qui tournent le volant à la fois, ça fait souvent rire. On se demande, est-ce qu'on devrait laisser ces engins-là en circulation? Bon, voilà, vous voyez pas de camions chargés sans toit couvert dans les pays développés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il y a les camions chez nous, souvent le toit n'est pas couvert. Vous imaginez, ça peut entraîner changement au gabarit, ça peut entraîner poids lourd. Et il y a même le règlement 14 de l'UEMOA qui nous oblige, par rapport à l'essieu, qui nous oblige à mesurer le poids des véhicules. Mais vous parlez de ça. Moi, je suis sûr que vous connaissez, aller à Dakar. Regardez l'état des taxis. Regardez même l'état des Ororo. Mais on ne va pas faire la promotion du négatif. Non, pas du tout. Non, c'est pour vous dire. Je vous disais que c'est l'État qui détermine la politique de choses là. Les Sénégalais, ils ont décidé que ces véhicules qui font les taxis ne passent pas sur les équipements de contrôle technique. Ils ont décidé, l'État a décidé de dire. Et quand j'ai demandé à mes collègues sénégalais, ils ont dit non. Lorsque nous avons fait le point des accidents, et que nous voyons les statistiques, c'est assez ville, effectivement, que ne sont qu'en ville, ne participent pas pour beaucoup. Par conséquent, pourquoi perdre le temps à dire, je pense que c'est peut-être la même politique aussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, quelqu'un qui prend la responsabilité de certifier un véhicule, c'est qu'il est sûr de l'état du véhicule. C'est cela, la première responsabilité. Maintenant, si vous engagez votre responsabilité sur un véhicule qui n'est pas en état, eh bien, cette responsabilité-là, vous devez faire face vous devez lui faire face à un moment donné. C'est cela. Donc, le contrôle technique, oui, j'entends des gens dire les choses, et vous-même, vous le disiez tout à l'heure, que chez les voisins du Nigeria, par exemple, c'est le moteur qui compte et que c'est pas la carrosserie. Donc voilà, un véhicule qui vient au contrôle technique, il y a, je pense aujourd'hui, 95 points à observer. Et le règlement au sein de l'UEMOA a retenu les différents points à contrôler sur le véhicule. Et nous les avons chassés de notre environnement au niveau de EPER, au niveau de là où on fait le contrôle technique, où il y avait plein de mécaniciens. Ça servait à quoi? Ça servait à que le véhicule arrive. On colmate les brèches, c'est ça? On va passer le clignotant, on va passer un pneu qui est usé et on amène le contrôle technique passe. D'accord? Moi, je vous fais le contrôle technique en l'état dans lequel le véhicule se présente chez moi. Pour les véhicules se présentent. Mais vous parliez tout à l'heure des périodicités. Pour les taxis intervilles, compte tenu de leur utilisation et compte tenu de la sollicitation, c'est 3 mois, tous les 3 mois qu'il faut venir faire le contrôle technique de ce véhicule-là. Mais pour les camions, c'est tous les 6 mois. Mais imaginez qu'un véhicule qui est venu 6 mois, alors qu'un mois après le contrôle, peut-être il a eu des chocs, peut-être des choses sont détériorées sur le véhicule. En ce moment, moi, je ne le revois que 6 mois après. Qu'est-ce que le véhicule est devenu entre-temps? Je ne peux pas savoir. Et je ne lui donne encore la satisfaction que le jour où le véhicule se présente chez moi en l'état. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est ça qui justifie ce que faisait le Centre national de sécurité routière qu'on appelle le contrôle routier. Le contrôle routier nous permettait déjà à nous-mêmes, lorsque nous sommes sur la route,
de regarder les véhicules et de voir si c'est l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils sont venus se présenter pour obtenir le contrôle technique automobile. Est-ce qu'ils sont encore dans cet état-là? Et il nous arrivait nous-mêmes de sanctionner des techniciens lorsque nous voyons un véhicule avec son état vraiment déplorable, alors qu'il y a un technicien qui a posé sa ceinture sur l'attestation de contrôle technique, de les sanctionner. Il y a parfois autant de Diodo Arukonou, quelqu'un est allé en prison et il est encore aujourd'hui pour ces mauvaises pratiques. Ce qu'il y a dans la République, c'est que vous donnez des lois et lorsque les gens ne respectent pas, il faut les sanctionner par derrière. Je pense que c'est la rigueur. Peut-être que parfois, je ne sais pas, mais il nous a manqué de la rigueur. Aujourd'hui, chacun prend les responsabilités et les rigueurs. Je pense que je ne veux pas aller là parce que vous savez, une opération, elle n'est expliquée que par celui qui la déclenche. D'accord. Celui qui l'a déclenché. Donc, par conséquent, moi, je vous dis de façon générale, voilà comment se passe le contrôle technique. N'empêche qu'il existe des brebis galeuses. Je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui appose sa ceinture, il prend la responsabilité. Et c'est à lui de venir dire comment est-ce qu'il a fait pour donner le certificat, l'attestation à ce véhicule-là. Et les brebis galeuses, il y en a partout. Et nous sommes en train nous avons pour responsabilité de gérer aussi ces côtés néfastes de la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien de Béninois connaissent donc pas les cas d'accident, je veux parler plutôt des décès liés à l'accident. Est-ce que vous arrivez à faire les statistiques là chaque fois? Absolument. Les statistiques sont publiées en année N-1 chez nous. D'accord. Mais comment vous êtes informé? Comment vous arrivez à avoir les données? Les données? Oui. Ouais, il y a... Bon, mais voilà, quand les gens me demandent, c'est vrai ce qui est bon chez nous, on dit qu'on n'est pas... là chez soi, on n'est pas... Roi chez soi ou quoi? Non, enfin voilà, le bon prêtre, c'est pas de la maison, le bon prêtre face, c'est pas de la maison, ça vient d'ailleurs. Et quand je sais pas si c'est ce que je voulais vraiment dire, mais ce qu'il y a, c'est que pour les statistiques, la gestion des statistiques, dans la sous-région, le Bénin était en tête, en matière de gestion. Je vous dis pourquoi. On y va. Nous avons eu la chance. Lorsque le projet est venu, c'est un projet que l'Agence de développement français a donné aux pays francophones de la zone. D'accord? Y compris le Bénin. Et donc, chacun devrait s'arranger pour gérer le système. Nous avons pris au Bénin un test interministériel, un arrêté interministériel qui concernait, il y avait la gendarmerie, la police et le centre de sécurité routière. Et le policier qui va sur une scène d'accident va faire son constat habituel, mais remplit en même temps la fiche BAC, le bulletin d'analyse constatée, que nous utilisons, qu'on envoie. Et ces bulletins-là, il faudra les remonter au Centre national de sécurité routière. Et ça se faisait à la main. D'accord? Aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes devant une situation où dans beaucoup de pays, on est en train de numériser cela. C'est-à-dire que le policier... il remplit la tablette et dès qu'il finit, ça va directement sur le serveur au Centre national de sécurité routière. Ça permet en réalité de pouvoir donner des statistiques provisoires. Mais si vous ne faites pas et qu'il faut attendre un an de rassembler tous ces bulletins-là et d'aller dans tous les commissariats, les unités de police de notre pays pour les rassembler, ça prend du temps. Ça doit être fastidieux. C'est très fastidieux, je ne vous cache pas. Mais ce qu'il y a et que le Bénin a pu maintenir le système, c'est que nous avions un doyen, je lui rends hommage d'ailleurs, le doyen Victor Denis, qui est un informaticien, et qui s'est approprié le logiciel de traitement de base de données. Tous les autres pays ont perdu le système. Ils n'ont pas pu entretenir. Par exemple, chez les collègues sénégalais, quand on va chez un policier, on croit que c'est un projet. Et vous savez ce qu'il y a derrière projet dans notre pays, dans le temps. Si c'est projet, c'est qu'il y a l'argent derrière. Et donc, si le policier doit attendre que tu lui donnes l'argent avant de te remplir la fiche BAC, le système est vite mort. Le système est vite mort. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, tout cela, il n'y a qu'aujourd'hui, notre doyen, il reste l'expert international pour agir. Je pense que les Tchadiens sont venus chez nous, c'est encore lui qui est allé là-bas pour mettre la base de données. Donc nous, notre base de données a résisté jusque-là. Et ça fait que nous étions les seuls à publier l'état de la statistique chaque année chez nous. Et ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tout est devenu numérique. Sinon, dans le temps, c'est le document papier qu'on sortait. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, le nouveau directeur est venu, il est en train de nous mettre la pression pour ça, pour dire, lui ne peut pas comprendre qu'un étudiant qui a besoin des données puisse
soit obligé d'écrire sur papier au CNSR et qu'on lui envoie les données sur papier, que lui ne veut plus que ça se passe comme ça. Autrement dit, il veut que notre plateforme puisse fonctionner de sorte que n'importe qui va sur la plateforme, il interroge la plateforme, il puisse avoir les statistiques tout de suite. Ça, c'est... Et moi, je suis heureux de ça parce que de toute façon, c'est un spécialiste du domaine et c'est les touches qu'il veut apporter à la sécurité. Donc, voilà le système qui nous permet de savoir que, bon, voilà... en 2024, approximativement, on a connu combien de décès pour les accidents de route? Je vous ai dit que les statistiques sont publiées en année N+1. N+1. Donc, 2024, on est en train de travailler là-dessus. D'accord. Pour que ça puisse apporter. Je vois. Donc, on doit avoir 2023 chez vous. 2023, je pense que les statistiques précisément de Cotonou m'ont été envoyées hier à Cotonou. Oui. En 2023, il y a eu 2341 véhicules qui ont été impliqués dans un accident. 2341 véhicules. Et ça ne vous effraie pas? 2000, c'est pas petit. Hein. On n'a pas dit 20, on n'a pas dit 200. Je crois que tu allais me laisser répondre à ta question et puis après tu vas... on y va, dites-nous. Il y a eu 1221 accidents, cas d'accidents réels. 1221. Oui, impliquant 2341 véhicules. En 2023. Il y a eu 47 morts à Cotonou en 2023. On pourrait analyser tout ça tout de suite. Il y a eu des blessés graves, ça fait 309, et puis des blessés légers, et ça fait 400 et quelques. Ça, c'est la situation de Cotonou, puisque j'ai préféré rapprocher le truc comme ça pour qu'on puisse savoir de quoi nous sommes en train de parler. Les accidents, il y en a à Cotonou. C'est souvent des collisions. Et mon doyen nous enseigne que c'est des collisions pas derrière. D'accord? Parce que nous sommes en agglomération dans Cotonou. Et normalement, personne ne devait rouler dans Cotonou à plus de 50 km/h. Je me rappelle un jour, je disais à un doyen, à un aîné à moi, que nous allons commencer par faire l'essai de vitesse à Cotonou. Et il me dit, mais vous allez nous attraper, nous tous. parce que personne ne respecte. D'accord. Mais pourtant, on respecte aujourd'hui. Ça vous arrive? Oui, j'ai été chopé une ou deux fois. Ça m'a discipliné quand même. Aujourd'hui, vous prenez le boulevard. Oui. Vous prenez le boulevard d'Amarina. Lorsque on a fait les travaux, le gouvernement a fait les travaux, c'est pas fini encore. Il y a les infrastructures de sécurité routière qui doivent être installées. Sur ce boulevard, quand même, il faut parler. 50 sur ce boulevard, c'est comme si on roule à pas de tortue. Oui, mais vous savez, le problème qu'on a eu au départ quand ils ont ouvert le boulevard, on avait des cas d'accident tous les jours, tout le temps. Et donc, avec la police, on a dit ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut limiter la vitesse là-dessus. Et il faut placer le radar pour contrôler. Et ça, il faut aussi le dire, en quelque sorte, lorsque la sécurité des populations préoccupe les autorités. Je pense tout de suite, dès que le régime est arrivé dès le départ, on a doté la police des cynamomètres, c'est-à-dire des radars. Sinon, avant ce moment, c'est le CNSL qui avait quelques appareils de contrôle d'essai de vitesse. Et on le faisait de façon sporadique. Mais là, le gouvernement a décidé de doter la police de cynamomètres, des radars. Et ça fait que le contrôle de l'essai de vitesse se fait un peu partout aujourd'hui, même si ce n'est pas de la même manière. Et c'est rentable pour la police. Oh, moi j'ai dit, vous savez, en France, oui, non, mais en France, ce débat est venu à un moment donné pour dire l'État veut de l'argent. L'État veut de l'argent, et je ne sais pas... Parce que les citoyens disent ça, je ne sais pas quelle est la décision que prendra l'État ici, mais l'argent que rapporte le radar en France aujourd'hui, ça permet de financer la construction des hôpitaux, de financer, d'aider les associations qui travaillent sur la sensibilisation et tout ça. Pour le moment, on n'a pas fait le bilan. Et là aussi, il faut le dire, les radars sont fixes. En France, par exemple. Donc, permanemment là. Donc, à n'importe quel moment, tu passes par là, tu es chopé. La caisse est vite remplie. C'est ça. Chez nous, c'est des contrôles sporadiques que la police continue de faire. On ne peut travailler que comme ça, d'ailleurs, parce qu'ils sont obligés d'être là eux-mêmes et de tenir l'appareil. Nous n'avons pas fait des appareils fixes. Encore. Et faire des appareils fixes, c'est vrai, certains pays l'ont, les Rwandais l'ont aujourd'hui. Quand au Rwanda, le policier n'est pas là, mais tu passes, le radar te chope, et 2 minutes après, tu as la verbalisation sur ton téléphone. D'accord? Les Ivoiriens sont en train d'essayer la même chose aujourd'hui dans l'agglomération d'Abidjan. On peut en arriver là, nous. C'est-à-dire de placer des radars fixes et de ne pas être là. Et que ça puisse fonctionner. Donc, les radars contribuent beaucoup,
puisque la vitesse est la cause numéro 1. Ah, c'est ce que je voulais même vous demander. C'est l'excès de vitesse. C'est l'excès de vitesse. La cause fondamentale des accidents. Oui, la cause numéro 1. Il n'y a pas état de route. Il y a la drogue, il y a la fatigue, il y a... Mais il n'y a pas état de route. Vous parlez encore de l'état de route dans notre pays aujourd'hui? Avec l'effort qui est fait par le gouvernement, on a beaucoup travaillé sur l'infrastructure dans notre pays. On a beaucoup avancé. Je me rappelle, notre ancien ministre, Romekin, parlait un jour, il dit, dans la sous-région, en matière de construction d'infrastructures, le Bénin est en tête. Ces derniers temps-ci. D'accord? Donc, on a beaucoup amélioré l'infrastructure routière. Mais ça lance... Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'avec l'état des routes aujourd'hui, vous avez constaté une diminution? En matière de sécurité routière, si vous ne faites pas attention, ça peut avoir un effet contraire à l'effet qui est espéré. Parce qu'il y a l'excès de vitesse aujourd'hui sur des routes bitumées, asphaltées. Voilà, très bien, très bien. Alors que, regardez, prenez la rue qui passe, une rue dans un quartier à Cotonou. Ce n'était pas bitumé. Les enfants peuvent traverser facilement parce que les gens... Quitter une maison pour une autre, en une fraction de seconde. Oui. Alors que, en tenant compte de la fragilité de l'homme, du corps humain, on sait qu'un choc à 30 km/h, la personne a encore la chance de survivre. Voilà. Même jusqu'à 50 km/h. C'est pourquoi c'est limité à 50 en agglomération. 2 jours au lendemain, je regarde bien la voie qui passe derrière Cinéma Le Bénin. Voilà. Vous connaissez, vous vous rappelez de l'état de cette voie-là? Oui, tout à fait. Avant que l'asfaltage ne passe par là. Mais est-ce que vous pensez que les enfants en sécurité aujourd'hui sur cette voie, s'ils doivent encore lever le matin, aller acheter son riz, le petit déjeuner et revenir à la maison manger? Le riz là même c'est bien. C'est que c'est maman qui a pris un bâton pour te taper, tu sors de la maison, tu cours, tu traverses la voie, tu rentres dans une autre maison. Qu'est-ce que ça nous a amené à faire? Je disais aux collègues que nous avons une division assistante technique aux mairies. On devait travailler beaucoup plus avec la mairie de Cotonou sur ça. Les voies asphaltées, ça amène un autre défi à la sécurité routière. Oui. Les tendances, les études... Mais vous n'avez pas sensibilisé les gens. Non, vous n'avez pas... Ils sont peut-être passés dans votre maison, mais vous n'étiez pas là. Ils ont à un moment donné travaillé comme les évangélistes, qui partent de maison en maison. Je connais des voies ici où les collègues, d'abord, ils se mettent sur la voie pour rappeler aux motocyclistes qu'ils doivent utiliser la piste cyclable. D'accord? Ça, c'est pas facile de leur faire respecter ça déjà. Et puis après, ils ont essayé d'éduquer les riverains, passer chez eux. Vous imaginez combien de personnes devront mettre pour passer dans chaque maison? Mais passer chez les riverains, ils ont essayé le peu qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire partout, je suis d'accord. Et ils ont essayé de sensibiliser les gens. C'est pour ça d'ailleurs que l'année spéciale de Cotonou, vous savez, pour Cotonou, nous avons dû créer une année spéciale pour s'occuper que des questions de sécurité routière dans Cotonou, pour s'occuper que de la sensibilisation dans Cotonou. Et cette ANES-là a développé un projet aujourd'hui qui fait tâche d'huile, c'est d'aller travailler directement avec les élus locaux. Moi, je les ai suivis, on était allés dans le premier arrondissement de Cotonou. Les conseillers ont très bien accueilli cela. Ils les ont sensibilisés eux d'abord. Et moi, je leur dis, ils deviennent des leaders aussi en sécurité routière pour voir qu'est-ce qui se passe dans leurs quartiers respectifs. Quel est le comportement des jeunes dans ces quartiers-là? Et quelles sont les écoles qu'il faut que nous puissions envoyer des équipes pour faire de sensibilisation? Nous avons fait Cotonou 3. Et actuellement, ils m'ont dit Cotonou 12 et au niveau de Place Lénine, là, au niveau de Place Lénine, les Saint-Rita, tout cela. Tous ces conseils communaux ont écrit pour demander, les conseils d'arrondissement ont écrit, commence par écrire au CNSR pour dire nous avons session tel jour, vous pouvez passer. Parce que nous avons une conviction, c'est que nous allons travailler, devons travailler de main en main et avec ces élus locaux qui sont des leaders d'opinion et qui peuvent nous aider dans leur quartier pour faire avancer la cause sécurité routière. Et donc, voilà ce que nous avons voulu faire. D'ailleurs, avec les communes, nous avions décidé avec l'ancien directeur de signer de partenariat. Et la première commune qui était arrivée à le faire, c'était la commune de Djougou. Et c'est d'ailleurs à partir de la commune de Djougou que nous avons fabriqué des chicanes qu'on a données aux communes, comment on appelle ça, communes de Cotonou, les grandes communes. Comment dire, les communes à statut particulier. Particulier, très bien, merci beaucoup Honoré. Qu'on a donné des chicanes, on est allé et on a commencé par Djougou, Porte-Novo, un peu partout. Mais notre objectif, c'était de donner ces chicanes-là pour que les mairies puissent trouver l'importance
et commencer par mettre la fabrication des chicanes dans leur budget. Okay. Ça permet à la mairie de Cotonou de regarder les écoles qui sont au bord des voies, qui sont en danger, et d'envoyer des chicanes dans ces communes-là. Donc voilà ce que nous, on ne fait pas encore assez, mais on essaye de faire avec. D'accord. Monsieur Anangonou, oui. on a l'habitude de le dire, pour le citoyen lambda, on parle de mort bête. Il y a des cas d'accident que vous voyez qu'on peut banalement éviter, mais en réalité, on tombe dedans et ça peut même créer des morts. Et ça, personne n'est à l'abri. Intellectuel, comment dirais-je, femme du marché, ministre de la République, on constate des morts, franchement, on se pose la question. Mais comment on fait face à ça? Ce que nous, on fait... Ou bien on est défaitiste, on ne peut rien. Non, dans tous les pays, je vous l'ai dit, dans tous les pays, il faut travailler sur l'homme. C'est là la responsabilité lourde de la sécurité routière. Mais c'est trop facile de dire travailler sur l'homme. Par exemple... Nous sommes devant les cas là. Oui. Nous perdons des hommes. Et vous pensez que celui qui est à la base de ça, peut-être à créer ça, n'a jamais entendu parler de sécurité routière? Non. Même dans l'auto-école, on lui en a parlé. Dans l'auto-école, on en a parlé. Il y en a des pays, de grands pays... Mais quel est le problème? Dites-nous, parce qu'on doit évoluer. On doit donner la parole aux auditeurs. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien on laisse parler, on laisse et bon, on se tue proprement et finalement... Je veux comprendre. Lorsque nous avons mis le radar sur le boulevard, est-ce que vous passez encore sur le boulevard aujourd'hui? Les gens lèvent les pieds complètement. Ils roulent plus. Oui. Ils accélèrent plus. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que nous faisons. Cela veut dire qu'à ce niveau-là, on a changé quelque chose. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est les actions de contrainte, ça. D'accord. D'accord? Et de répression. Après ça, il y a surtout les actions de sensibilisation, d'éducation routière. Je vous donne un cas précis. Ouais. Vous voyez des conducteurs de taxi-moto. Oui. Qui quittent la zone de, comment dirais-je, hôtel du lac là. Oui. Dans la zone de Placodier et autres. Oui, bien sûr. Mais les gars, chaque matin, je vis ça. Ouais. Honnêtement, je le vis. Le gars vient sur la voie. Alors que la première note qu'on nous enseigne en termes de sécurité routière, avant de monter sur une voie, il faut regarder à gauche et à droite. Absolument. Mais le gars ne regarde nulle part. Il regarde seulement devant lui. Est-ce que tu viens de la gauche, tu viens de la droite ou pas? C'est pas sa préoccupation. Il monte directement sur la voie. Et c'est toi qui klaxonnes. Et c'est en ce moment qu'il se réveille. Face à ces gens-là, on fait comment? On fait comment? En réalité, c'est ce que je vous dis. Il s'agit de l'homme. Je suis d'accord, il s'agit de l'homme. Maintenant, on leur fait quoi? Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites? On les laisse se tuer? Non, mais qu'est-ce que vous faites pour le voleur? Contre le voleur? Vous l'attrapez? Mais ça existe toujours, le voleur. Oui. Ça n'a pas fini. Même dans la Bible, c'est interdit, pourtant ça existe toujours. D'accord. De la même manière, tant que il s'agira des hommes, il y aura toujours des comportements déviants. Et c'est pourquoi il y a une notion fondamentale en sécurité routière qu'on appelle la courtoisie au volant. Voilà. C'est ce que vous faites. Vous le voyez qu'il est vraiment en erreur. Il est en danger. Et si vous allez utiliser votre droit, c'est que vous pouvez l'écraser. Voilà. Mais vous freinez. D'accord. Vous le laissez passer. Vous êtes tolérant. C'est cela. C'est cela la notion primordiale en matière de conduite. Comment on appelle? La courtoisie au volant. Voilà. De pouvoir permettre à l'autre de faire son erreur. Comment on peut l'enseigner à tout le monde? Et nous sommes exactement dans le mois de l'enseignement de la courtoisie au volant, cette année-ci. Et je disais, j'étais hier à un séminaire des chauffeurs, je leur disais, lorsque quelqu'un conduit mal, on dit, il a fait quelle auto-école celui-là? Et je leur dis, ça implique votre responsabilité. Cela veut dire que c'est vous. Tous les jours, alors, on vous condamne de ne les avoir bien formés. Et la sécurité au niveau des deux roues est encore plus compliquée. Je vous le jure, c'est encore plus compliqué. Et vous allez voir lorsque la police lance le contrôle. La formation au code de la route, c'est pas obligatoire. N'existe pas. Oui. N'existe. Non, au fait, c'est aussi ça que les gens comprennent. Les tests existent. Les tests existent. Et dans un pays, si les tests existent et que vous ne les mettez pas en pratique, les gens concluent finalement au fait que les tests n'existent pas. En réalité, pour conduire les deux roues, par exemple, les émigrants, par exemple, qui sont à plus de 175 cm3, des moteurs à plus de 175, ils sont obligés d'avoir le permis A. C'est obligatoire d'avoir le permis A avant de faire cela. Maintenant, au fait, comme le phénomène n'était pas criard, personne s'en est occupé. D'accord?
aujourd'hui, de plus en plus, nous recommandons aux gens de pouvoir aller chercher le permis A avant de commencer par rouler. Les règles de priorité et tout ça, celui qui a quitté le village, il n'a jamais fait l'auto-école et il vient à Cotonou, son frère lui a acheté moto pour faire Zémijan. Vous voulez qu'il respecte quelles règles? Et c'est lui qui insulte proprement. Oui. Et ça, souvent, quand nous les rencontrons, nous leur disons, faites attention parce que vous ne savez pas comment est-ce que l'autre a dormi chez lui. Vous ne savez pas ce que son mari vient de l'énerver parce qu'il ne voulait pas dire la femme l'a énervé, ça va tout dans un sens. Vous ne savez pas ce que son mari lui a fait avant qu'il ne quitte la maison, bien sa femme lui a fait. Et vous l'insultez, alors que vous êtes en faute, il peut foncer sur vous. Et là, c'est peut-être pas criard, mais ça arrive dans notre pays, que la personne peut foncer sur vous, surtout lorsque vous savez que c'est vous qui n'avez pas raison et que vous n'aviez pas votre priorité en ce moment-là que vous êtes engagé. Donc vous voyez, c'est un travail colossal, mais en même temps nous restons positifs. Positifs pourquoi? Des pays qui ont fait de la sécurité routière leur religion arrivent à minimiser les conséquences de l'accident. Vous allez dans les pays nordiques, Hollande, la Suède et tout ça, ils ont développé, malgré qu'ils ont des véhicules, ils ont développé les deux roues, surtout le vélo. Moi, un jour, je me suis réveillé à Copenhague et je vais dans le feu. Il y a plus de véhicules, il y a plus de vélos qui attendent dans le feu rouge que de véhicules. C'est ça. Parce que ils ont éduqué leur population dans ce sens-là. Et la sécurité routière est plus respectée dans ces pays-là. De tradition judéo-chrétienne. Donc plus respectée. Si ça arrive à ce niveau, et puis même, à côté de nous, puisque nous sommes les râleurs comme les Français, quand le gouvernement a décidé d'installer et de quitter 17 000 morts pour tomber aujourd'hui à 3 000 morts, par accident dans leur pays, c'est que un jour le gouvernement a dit bon, qu'est-ce que nous faisons contre ce phénomène-là qui tue plus de 17 000 personnes chaque année. Avec le président Chirac et le ministre intérieur Sarkozy, ils ont décidé de généraliser la pose des radars. D'accord? Et quand on a posé les radars, on a descendu progressivement et aujourd'hui, la France reste autour de 3 000 morts. Vous avez trouvé votre solution, radar. Non, ce n'est pas une solution. C'est pour dire... On va donner la parole aux auditeurs, si vous le permettez bien. Ah d'accord, oui, je suis obligé. Et oui, donc, et après on reviendra. Et vous allez nous dire, parce qu'avant de partir, vous allez nous dire la responsabilité de chacun. Absolument. Autant que nous sommes là, notre responsabilité par rapport à ce phénomène-là qui tue. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom s'il vous plaît? El Hadj Rahman Badamassi. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité, monsieur Anagonou. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ramon. Monsieur Anagonou qui démontre avec brio qu'il est bien méritant du pouce. En tout cas. Je l'ai déjà vu à l'œuvre plusieurs fois. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Anagonou. Oui, monsieur. Je voudrais vous demander, est-ce que vous préconisez l'instauration du permis à points? Ou à chaque accident, les points seront débarqués pour les conducteurs? Tout à l'heure, vous avez deuxième préoccupation. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'état des routes et vous avez vanté la réfection des routes. Ce n'est pas que la réfection. Il y a aujourd'hui l'implantation des panneaux de signalisation. C'est vrai, les routes sont réalisées, mais les panneaux de signalisation ne les accompagnent pas comme ça se doit. Ou bien, les panneaux de signalisation sont détruits et on ne les remet plus en position. Et contrôle de vitesse, c'est une très bonne chose. Et même moi-même qui suis ici, tel que l'a dit M. Honoré, je me suis fait choper déjà aussi, une ou deux fois, surtout sur la voie de Ouida. Mais ce que je constate à ce niveau que je voudrais attirer votre attention, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'au lieu que les radars soient déployés sur des tronçons où on peut rouler à 80 km, par exemple, quand je prends la sortie de Comé vers Grand Popo, ou la sortie de Grand Popo vers Agoué, ou la sortie d'Agoué vers la frontière, on ne peut pas nous placer des radars là et nous dire de rouler à 50 km. Il faut revoir ça. Je suis d'accord pour l'entrée de Ouida, ils sont souvent devant le commissariat de Ouida. Autre chose, et je voudrais que vous initiez, en collaboration avec la police, un contrôle spécial rien que pour les triangles de signalisation. Parce que hier, par exemple, moi j'ai vu dans la ville de Cotonou 2 véhicules sont en panne, mais qui n'ont pas posé de triangle de signalisation. Je ne sais pas si j'arriverai à enlever le véhicule avant la tombée de la nuit. Maintenant, je suis dans la maison. Vous n'allez pas faire l'émission seul, s'il vous plaît. Dernière question. Oui, je vais poser la dernière question, s'il vous plaît. Ok.
Oui. Je dis, la maison connaissait elle-même son état de salubrité. Je me demande si vous avez pris ça en compte. Je vous remercie, c'était là de la manque d'Adamassi. Salubrité. Donc il faut faire le ménage au niveau du CNSRC. Auditeur en ligne? Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi, c'est ça, hein? Oui, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Anagonou. Bonjour. Et moi, je dirais que le numérique n'apporte rien aujourd'hui au Bénin. Si nous voulons apporter tous les moyens pour réduire la mortalité routière, il faut que les routes parlent au Bénin. Est-ce que les routes parlent? Non, au Bénin. La police est inapte. Elle ne sévit pas là où il faut sévir. Indication d'air, de repos, service de repos. Si on fait un long voyage, bande kilométrique, catégorie de véhicules, entrée d'autoroute et sortie, route à 2 voies, feu d'autoroute, réseau routier. C'est question ou contribution? Je vais poser la question en bas. Ah, d'accord. Donc, je disais que entrée d'autoroute et sortie d'autoroute. Et fait d'autoroute, réseau routier, autoroute changement d'une route, station de service, autoroute ou voie express, sans panneau indicatif, file de voiture, plein, glissière de service, des glissières de sécurité. La question maintenant. Bande d'arrêt d'urgence. Je voudrais demander à M. Anagonou qu'un dites-vous, pas de découpage, pour quand on rentre dans un village, on sort dans un autre village, il n'y a pas de panneau d'indication. D'accord. J'ai compris. Les trottoirs ne sont pas peinturés. Il a dit là maintenant qu'ils ont fait beaucoup de travail. Oui, nous avons constaté en ville que Talon a fait mieux. Mais quand il finit, le raccordement n'est pas bon. Le raccordement des routes ne sont pas bons. D'accord. Je vous remercie. Merci, à merci. dimanche prochain. Merci beaucoup à vous, monsieur Liamidi Koumayon. Bonjour. Monsieur le journaliste. Oui. C'est monsieur Assira Ourona de BRD. D'accord. Je salue votre invité. Vous savez, à chaque fois que vous invitez les cadres du CNSD ou bien comment on les appelle, C'est les les services. gens qui maîtrisent la langue de Molière et avec ça, ils viennent nous mater. Ah, d'accord. Ma première préoccupation. Ah oui. Oui, allez-y, allez-y. Même je les félicitais dernier temps que si eux-mêmes ils font les statistiques, ils vont voir que l'accident a diminué un peu au Bénin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien n'est encore fait. Vous l'avez dit tout à l'heure que la cause principale des accidents, c'est l'excès de vitesse. C'est ça. C'est vrai. Mais ma première préoccupation, monsieur Anagonou, Oui. comment les visites techniques se font aujourd'hui? Nous ne voulons rien dire. Et que pensez-vous des visites techniques en ligne? C'est une invention béninoise ou bien quoi? D'accord. Et si vous voulez instaurer cette loi, je l'ai dit sur une radio de la place hier. Avant, on disait pollueur payeur. Aujourd'hui, on peut dire passeur payeur. C'est-à-dire, si quelqu'un par un civisme, il détruit l'une de nos infrastructures, on peut l'obliger à payer ou bien on possède à la saisie carrément de son véhicule, bien quoi que ce soit. C'est ça. Mais il faut prendre le taureau par les cordes. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à vous, Aruna Chiro, pour votre passage. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Sébastien Nyorosu, je m'appelle. Nous vous écoutons.
Monsieur Georges Anagono, bonjour. Bonjour, monsieur. Ma première préoccupation pour vous, quelle politique faut-il et vous ne le faites pas? Et quand on veut changer un directeur à la tête de la CNSS, on les importe d'ailleurs. Et vous, qui avez des expériences dans cette maison, vous n'êtes pas nommé. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, les pays dont vous avez cité tout à l'heure en exemple pour la sécurité routière, ces pays ont tous des trains voyageurs, des trains de transport. Mais chez nous, ici, aujourd'hui, nous n'avons plus de trains, alors que les camions dégradent plus nos routes, créent beaucoup plus d'accidents. S'il y avait des trains, je crois qu'il y aura moins d'accidents. Les routes sont mal tracées. Les peintures que nous voyons ailleurs, ce sont des peintures coulissantes et transparentes qui brillent la nuit. Mais ici, des peintures que vous mettez sont des peintures après deux pluies s'effacent, alors que les routes ne sont pas éclairées. Chez vous, de Cotonou à Porto-Novo, la nuit, vous voyez, ce n'est plus à moi de vous le dire. La route n'est pas tracée, la CNSS est sur la route, mais nous circulons dans l'obscurité. Alors que dans votre prérogative, vous êtes chargé de la communication, de coopération aussi. Et je vais demander, vous coopérez avec qui? Avec les usagers de la maison, avec les conducteurs, les émigrants, ou tout n'importe quel citoyen ou sécurité. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un autre. Si quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Votre nom? Médard Pazou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas intervenir, je ne voudrais même pas chercher la nuit, mais l'éloquence avec laquelle monsieur Georges, bon, avec lui, hein, c'est toujours la matière a servi quelque chose. Hein. D'accord. Et les questions que vous-même, vous lui posez, parce que c'est des questions vraiment que j'adore. Merci. Et c'est terre à terre. Je voudrais demander à monsieur Georges Anagono, parce que quand vous voyez, surtout les topas de quand vous les voyez, conduire ces enfants qui sont sur les volants, quand vous les voyez, c'est à croire même que c'est des véhicules qui appartiennent à des autorités du pays, à des policiers même. C'est des gens qui conduisent mal. Ils conduisent mal, mais il n'y a personne pour leur dire quoi que ce soit. Ou bien même, quand vous les voyez, ils se familiarisent avec les policiers. Hein. Ça va sourire quand on les arrête, ça va sourire, ils quittent le policier, ils remontent sur le volant, et puis voilà, ils partent comme si de rien n'était. Alors que c'est des gens qui conduisent mal. On peut demander à M. Agéral, combien de véhicules, les les bus, les petits bus là, combien appartiennent aux autorités de ce pays pour que la répression, pour qu'on ne réprime pas ce que ces enfants-là font. Mais retirez les permis, surtout les anciens permis, les faux permis qui sont, qu'on les a partagés, ils se retrouvent aujourd'hui dans leurs mains. Je voudrais qu'on leur retire, et qu'on retire ces permis-là, et le nouveau format, je crois, je vous dis, ce que je vous dis, vous, M. Honoré, vous le savez très bien. Je demande à M. Georges Anagono combien de véhicules à cette bus appartiennent à nos autorités. Pour la répression ne soit pas effective à ce côté-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Il y a encore quelqu'un? Ok, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un numéro vert pour appeler? Est-ce qu'il y a un numéro vert? Numéro vert, j'ai pas compris. Pour le Centre national de sécurité, vous donnez votre nom d'abord. Je vous en prie, vous donnez votre nom. Moi, je suis à Ibadan, ici, la route qui coûte le commissariat pour aller... J'ai dit votre nom, votre localité d'abord. Non. Je suis à Ibadan. Ce qui se passe là, c'est trop les véhicules que... Je vous en prie, monsieur, est-ce que vous avez la possibilité de donner votre nom? Si vous ne pouvez pas donner votre nom, vous n'intervenez pas. Parce qu'on n'est pas là pour entendre des déclarations que vous n'allez pas assumer après. Votre nom? Moi, c'est Pascal. Pascal quoi? Pascal Ouaou, oui. D'accord, merci. Pascal Ouaou, nous vous écoutons à présent. Mais c'est bien. La voie qui quitte la voie qui quitte comment ça s'appelle, le commissariat de là-bas là jusqu'à l'échangeur là. D'accord. Les enfants, ils ont fait tomber mon enfant la fois dernière. C'est plus de 80 000 qu'on a dépensé pour le scanner. C'est vrai ce que je vous dis.
Non, je comprends. Vous êtes choqué par quelque chose, mais l'émission ici, il y a des règles. Vous appelez, vous donnez votre nom et vous posez vos questions. C'est tout simple, je vous en prie. C'est qu'on va faire la route qui quitte le commissariat et jusqu'à qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Moi, je souhaiterais vivement que vous mettiez des chicanes ou bien des ralentisseurs sur cette voie-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a en train de faire les routes, on a déversé toute la circulation sur cette voie-là. Et c'est rempli. Et c'est vrai ce que je vous dis. D'accord, on a compris. C'est vrai ce que je vous dis. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Je pense qu'il parle d'un cas précis. Il a vécu donc un cas d'accident de son enfance. Ça l'a choqué peut-être. Là, je comprends mieux maintenant. Mais on va y aller. On va prendre le tout dernier. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle Simon Nassif Clonou. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Le monsieur a parlé de 95 points à contrôler sur les véhicules pour leur accorder normalement la visite technique. Et qu'il veuille bien nous citer quelques points. Deuxièmement, est-ce qu'il pense que vraiment je dois contrôler vraiment 95 points sur un véhicule? Il pourrait avoir donc des véhicules qui auront l'attention de la vie technique dans ce pays. Deuxième préoccupation. Par rapport au radar, il y a une proposition à faire, elle peut être analysée par les services compétents. Vous voyez, quand on quitte Ouida pour aller à Koumen, il y a des détails qui obligent à aller doucement. Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'option des dos d'âne sur 2 km ou bien 1 km pour empêcher, n'est-ce pas, les dépenses par rapport au radar? Il y a cité des pays, mais nous ne sommes pas, on n'est pas là. Donc les radars, donc c'est certainement très cher. Et par rapport aux dos d'âne, faites le calcul pour voir l'option qui est la meilleure pour pouvoir vraiment permettre des dépenses, limiter les dépenses. D'accord. Merci à tous ceux qui ont appelé. On va donner la parole à notre invité, Georges Anagonou. Il est donc notre invité du jour. Il est le chef service communication et coopération au Centre national de sécurité routière. Vous avez la parole, monsieur Anagonou, pour répondre aux auditeurs. Vous avez noté comme moi, on va y aller ensemble. D'accord. Je remercie d'abord les auditeurs. Oui. Parce que quand vous parlez et que les gens ne vous suivent pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, quand je suis sur une émission et que je constate que les auditeurs ils sont présents, ça me fait plaisir. Et quand même les auditeurs posent des questions, et je considère que c'est des questions qui sont justifiées. Oui. Mais je vais aborder quelques-unes parce que il y en a. Sinon, je peux vous aider pour faire le point. Ramanou Badamassi qui parle de permis à point. Oui. Et des panneaux de signalisation, il en a parlé. Permis à point, on peut y aller à Cotonou actuellement ou bien il faut attendre un peu d'abord? Oui, il faut. En fait. Le point de parce permis. Que la finalité, c'est pour retirer le permis. Oui, absolument. Si vous êtes un danger, le gouvernement a déjà pris, par exemple, dans la réforme de permis, vous n'avez plus votre permis à vie aujourd'hui. Ce n'est plus ça au Bénin. Les nouveaux tests, quand vous avez le permis, je pense quelques années après, vous devez faire des examens médicaux qui permettent de savoir si vous êtes encore apte. Quand vous étiez à 25 ans, vous avez votre permis. Est-ce qu'à 45 ans, 50 ans, vous avez même encore les mêmes trucs là physiques? Non, c'est nouveau. Donc, ça devrait révolutionner la chose. Et je pense même que dans la loi sur le code de la route que nous avons essayé de rédiger et qui attend le vote des députés, que ça aussi nous avons mis dedans. Le permis à point, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de ne pas laisser des fautes sans les sanctionner sur la route. Et chaque faute commise sur la route a un certain nombre de points qu'on enlève. D'accord? Si vous continuez et qu'on vous enlève, souvent les permis à point, le point c'est 12 points. Qu'on vous enlève jusqu'à ce que vous n'avez plus de points sur votre permis, c'est qu'il ne vous est plus permis, c'est qu'il ne vous est plus possible de conduire. Et quand vous savez quel est l'usage que vous faites de votre véhicule, vous devez savoir que vous devez faire attention à un permis à point. Mais de façon générale, j'ai vu des gens réfléchir les infrastructures de sécurité routière, mais sur les voies et tout. Je voudrais dire que
comme on le dit si facilement, Rome n'est pas construite en un jour. D'accord? Aujourd'hui, nous avons des routes de qualité. C'est déjà ça. Il n'y a pas les panneaux. Non, attendez. À des endroits. On va y arriver. Et je suis content d'être à Radio Cotonou. D'accord. Donc la radio de la mairie de Cotonou. Ok. Il y a plus de 10 ans qu'on posait les problèmes de signalisation, de panneaux de signalisation dans Cotonou. Et donc la mairie nous avait instruit pour que nous puissions aller sur le terrain et constater les signalisations qui sont détruites et qui n'existent plus. Et qu'est-ce qu'il faut, combien ça doit coûter à la mairie? Je pense qu'il y a près de 10 ans, je vous ai dit. Vous dites ça bien, hein? Combien ça doit coûter à la mairie? Oui, parce qu'au fait, au centre, les là, voies, vous voulez sensibiliser non, je vais vous expliquer. Les voies, oui, les routes, lorsqu'elles sont construites, surtout dans Cotonou, c'est livré à la mairie. Ah bon? Oui, quand l'État finit de construire Alphatage, les rues seront livrées à la mairie. Et donc, c'est la mairie qui va faire les panneaux. Et le policier va faire radar pour prendre l'argent et c'est la mairie qui va faire les panneaux, c'est ça? Ouais, moi, je connais votre manière de poser les questions et de ne pas faire cela. Vous connaissez comment? C'est pas ce que j'ai dit. Et suivez-moi bien. Ah oui, je veux comprendre. Lorsque l'État finit de construire la route, cela veut dire que la route, elle est livrée avec toutes les infrastructures de sécurité routière possibles. D'accord. Dont les panneaux. Oui. Ne regardez pas les voies sur lesquelles nous circulons à Cotonou. C'est des voies encore en construction. Oui, qui ne sont pas terminées. Oui, d'accord? Mais pour réduire la souffrance des usagers, lorsque bitume est bien posé, l'État ouvre la voie à la circulation. D'accord? Oui. Mais en ayant ce de poser au maximum possible les panneaux. Vous allez voir devant certaines écoles aujourd'hui où les rues sont asphaltées, vous allez voir c'est 1030 km/h. Oui, tout à fait. C'est déjà une sensibilisation. Okay. Et qu'est-ce qu'il vous revient de faire en tant qu'usager de la route? Quand vous regardez, d'accord? Vous respectez? Honoré, je veux dire. Oui, je fais l'effort. Oui, bon, voilà, vous faites l'effort. C'est cela la difficulté que nous avons en sécurité routière, vous faites l'effort. Donc oui, il ne faut pas prendre les routes en construction pour dire qu'il n'y a pas de panneau de signalisation. Mais l'exercice que nous avions fait pour Cotonou, c'est les routes qui sont terminées, livrées avec les signalisations. Et ces signalisations sont détruites. Donc, il faut aller évaluer combien ça va coûter à la mairie si la mairie devait les reprendre. Il y a plus de 10 ans qu'on a fait cet exercice. Et quand on est venu, le point, c'était plus d'1 milliard qu'il faut que la mairie dépense pour reprendre ces panneaux. Elle va trouver ça où? Je ne sais pas, vous êtes dans le budget? Non, non, non. Bon, mais voilà, de toute façon, ils n'avaient pas trouvé. Non, de toute façon, ils n'avaient pas trouvé. Quelqu'un a parlé de casseur-payeur. Comment on peut gérer ça? Très bien. Non, il faut aussi expliquer les choses. Oui. Par exemple, la dernière fois, on a dit qu'il y a eu feu à Koubé et la voie a été détruite. Oui. C'est au dépend de ceux qui ont fait l'accident à cet endroit-là. Okay. Et ce qu'il faut faire, il faut envoyer les techniciens. C'est pourquoi le ministre conseiller Jacques Ayadji s'est rendu sur les lieux. Oui, n'oubliez pas qu'il a un ingénieur de construction de route. Ce promoteur a perdu son camion, a perdu les bidons d'essence. Oui, bien sûr. Et maintenant a dégradé la route. Et il va payer. Il va payer pour la route en Oui. Je me rappelle que quand on avait fini. Ou bien son assureur. Ou bien son assureur. Son assureur, c'est pour ça qu'on prend l'assurance. D'accord. Mais à un moment donné, on avait pris une décision dans Cotonou, c'était de dire que quand vous détruisez la signalisation, vous détruisez le panneau. Oui. Vous, propriétaire du véhicule, vous payez d'abord et vous voyez avec l'assurance après. Parce qu'au niveau de l'assurance, c'est de procès, c'est de va-et-vient sur les tribunaux. Pendant ce temps, le dommage causé à la route est là et crée encore dommage à d'autres. Effectivement. Donc, on a dit non, on ne fait plus ça. Il faut qu'on puisse envoyer l'argent, on puisse rembourser la mairie et que la mairie prenne en charge la réparation. Je ne sais pas si cette solution a prospéré et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais toujours est-il que lorsque vous créez dommage à la route, par exemple, on envoie les experts, les ingénieurs, ils vont évaluer le dommage que vous avez créé et combien ça va coûter. Je me rappelle que cet accident à Cotonou et à Parakou qui avait créé dommage à l'État parce que l'huile à moteur, vous savez, c'est l'ennemi de la voie de bitume, l'huile à moteur, et qui avait détruit. Je pense qu'on avoisinait les 800 millions, non, pour que le propriétaire devait dépenser pour réparer la voie. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas le propriétaire, de toute façon, c'est l'assurance. Mais l'assurance va faire appel, va contester. Les assureurs ne sortent pas facilement leur argent comme ça. Vous voyez? Donc, tout ça... Mais ils savent comment on encaisse. Et vous verrez avec eux quand ils seront là. Donc, tout ça est un vrai problème pour l'État. Un vrai problème pour l'État. Et souvent, d'ailleurs,
l'État supplée à ces personnes-là, puisque les usagers commencent à crier, l'État répare. On va avancer sur les questions. Oui. Contrôle de vitesse en rade campagne. Oui, le contrôle de vitesse. Des radars quelque part où, en temps normal, le conducteur se dit, bon, ici, je dois pouvoir aller peut-être à 80. Vous quittez Cotonou aujourd'hui. Mais il n'y a pas de panneau de signalisation. Honoré, vous quittez Cotonou aujourd'hui pour aller à Porte-Novo. Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver en race campagne? Non, parce que Cotonou, l'urbanisation a fait que Cotonou est déjà joint à Porto-Novo. Donc il n'a pas parlé de Porto-Novo, il a parlé de la route pour aller à Lomé, par exemple. Non, de la route pour aller à Lomé. Je voudrais dire que le dynamomètre, c'est-à-dire le radar, n'est pas réglé sur la même vitesse partout. D'accord. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des endroits où c'est réglé à 50 km/h, il y a des endroits où c'est réglé à 60 km/h. On peut faire confiance à nos policiers? Absolument. Parce que l'appareil ne dépend pas. Parce que le jour où on m'a chopé, par exemple, je donne mon cas. Oui, j'ai demandé, mais quelle vitesse? Ils m'ont dit 51. Que si j'étais à 50, qu'on n'allait pas me prendre. Comment je peux savoir si effectivement c'est 51 sur l'appareil? Vous avez votre cadran. Non, sur l'appareil, non, il vous montre. Quand vous protestez, vous insistez, on vous amène devant l'appareil, on vous montre vers le véhicule et vous allez voir la vitesse. Et ça se fait. Seulement, je dis souvent aux gens que même dans les pays développés, on ne le fait pas sur le champ. D'accord. Même dans les pays développés, vous rentrez chez vous et vous recevez après la verbalisation avec le kilométrage qui est là-dessus. Donc chez nous, lorsque la police est sur la voie, regardez le nombre de personnes qu'on arrête. Est-ce qu'ils seront obligés de présenter la preuve de votre excès de vitesse, de présenter ça à tous les usagers? C'est difficile. Et vous savez, dans d'autres pays, pour cette contravention de la route et tout, il y a des avocats qui se spécialisent dedans. D'accord. Et qui vous font sauter vos contraventions. Est-ce que vous veillez, on va aller très vite, est-ce que vous veillez à la signalisation au sol? Oui. La qualité je voudrais dire, des aujourd'hui, il faut regarder les routes d'aujourd'hui. Oui. C'est construit avec qualité supérieure. Et avant, parfois, nous-mêmes, on déplorait. Non, on parle de la peinture, là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous regardez les voies tracées aujourd'hui et avec la peinture? La qualité de la peinture, c'est même réglementé. C'est réglementé. Mais on peut dire peut-être que ce n'est pas toujours respecté. Mais les travaux routiers existent. L'entretien routier existe pour que là où c'est enlevé, on puisse remettre. Mais aujourd'hui, les exigences du chef de l'État font que les signalisations horizontales qui sont présentées aujourd'hui sont des signalisations de bonne qualité parce que la route elle-même, elle est déjà de bonne qualité, vous auriez remarqué, et les signalisations sont de bonne qualité et l'entretien doit suivre parce qu'au fait, l'entretien routier est aussi un chapitre très important dans la suivi des routes dans notre pays. L'entretien routier est capital. Vous allez voir dans d'autres pays ce qu'on fait. Vous voyez que le bitume, c'est encore là. Mais on fait de resurfaçage. D'accord. Pour prolonger la durée. Vous nous donnez l'assurance que maintenant, là, on met de la qualité. Mais la route qui est faite aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est sur nos impôts qu'on fait ça. Et donc, nous devons tous être gardiens de l'état de ces rues-là. Moi, je peux mais ce qui est bien maintenant, les ramanous et tout, c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut faire. C'est dénoncer, il attire l'attention. Et ça rentre dans les oreilles des autorités et on prend des dispositions pour corriger. Mais normalement, ça devait être votre mission aussi au Centre national. Vous êtes payé pour ça. Ce que nous faisons. Vous allez dire aux entrepreneurs, la peinture que vous voulez mettre là, il faut mettre de la qualité. C'est de ça que se passe, c'est de ça que s'occupe. Et ça doit briller aussi la nuit. Oui, c'est de ça que s'occupe notre service d'audit de sécurité routière. D'accord. Et qui révèle, en ce moment, nous faisons le point aux ingénieurs pour dire, nous avons fait notre contrôle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les projets arrivent d'abord au CNSR. Il faut avoir le personnel pour étudier, même jusqu'à aller étudier la qualité de la peinture qu'il faut utiliser pour mettre la signalisation. C'est tout ça que nous faisons aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se mettre d'utiliser, de dépenser tant pour une voie et de mettre des signalisations qui ne durent pas. Il y a Liamini Koumagnon, il a tellement dit des choses et après il vous a posé une question à la fin. Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'était quoi sa question? Parce qu'il a parlé de la route qui ne parle pas, la police qui ne fait pas son travail, signalisation au sol, il a listé beaucoup de choses. Oui, déjà, nous parlons de signalisation, oui, tout à fait. Au sol, et je lui dis que les voies qui sont posées aujourd'hui, et par rapport à la signalisation, ce sont des signalisations aussi de bonne qualité qui assurent des voies de bonne qualité. Je pense que c'est lui qui a parlé de l'excès de vitesse en race compagne, sur la voie de Lomé et tout ça. Oui. Je pense, et je viens de dire que... Non, c'est Ramanou Badamassi qui en avait... Je viens de dire que là où vous êtes, ça dépend de la catégorie de route. D'accord. Dépend aussi la limitation de vitesse, donc ce n'est pas la même partout. L'appareil n'est pas placé la même partout. Mais rassurez-vous, lorsque vous êtes en agglomération, et c'est normal, c'est 50 km/h, le radar est placé avec même, c'est pourquoi toi tu m'as parlé de 50 km, parce qu'il y a une marge parfois d'erreur de 5 km qu'on laisse sur le radar. Non, je crois que le jour-là, le policier là, il était... C'est pas lui qui parle, c'est l'appareil qui a parlé. L'appareil a parlé, mais il pouvait me laisser passer quand même. On a dit 50. On a dit 50 et non, il me chope. Il dit qu'il me chope à 50 heures. Lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est tolérance zéro. Il pouvait surtout dire... lorsqu'il s'agit d'honorer Naoum, qui va tout à l'heure monter sur l'antenne et critiquer, vous êtes obligé de lui appliquer la rigueur. Ok, merci, j'ai compris. Achiro Aruna, il nous parle bien entendu de visite technique en ligne. Je pense que... C'est pas la visite technique qui est en ligne, c'est le paiement qui est en ligne. Oui, c'est une révolution que nous avons apportée. C'est pourquoi celui qui disait que la technologie, le numérique ne peut rien apporter, c'est déjà une preuve là que ça a apporté quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes allé, quand vous prenez votre rendez-vous en ligne, d'accord, vous payez tout, si vous dites je serai là à 10h30, quand vous arrivez à 10h30, il peut parfois avoir des gens devant vous, d'accord, qui ont peut-être de rendez-vous pour midi. Ce que nous avons commencé par faire à un moment donné, c'est que quand vous m'appelez par exemple, et vous dites, George, je suis là, j'ai un rendez-vous à 11h30, et je suis arrivé, il est 11h30, et il y a plein de gens devant moi, c'est que nous envoyons un technicien aller vous rencontrer et vérifier votre papier pour voir si vous avez vraiment 11h30, votre rendez-vous pour 11h30. Mais ce qu'il y a, c'est le témoignage que moi j'ai reçu, vous savez. Mais il n'y a plus de fil kilométrique. Ça a diminué un peu. Non, c'est pas... C'est-à-dire quand les gens viennent à l'heure où ils ont rendez-vous, c'est qu'on doit pouvoir leur faire la visite technique dans les 15 minutes qui suivent. Et aujourd'hui, quand vous finissez votre visite technique, vous n'entendez plus l'attestation, puisque ça vient sur votre téléphone. Et je pense que beaucoup d'amis m'ont appelé, même des gens de la presse, pour dire vraiment, votre système que vous avez mis maintenant, ça travaille beaucoup, ça permet de répondre en même temps à celui qui dit que le numérique n'apportera pas, la révolution numérique n'apportera pas quelque chose à la sécurité routière. Non, je pense on revient de la grande messe, de la grande réunion sur la sécurité routière à Marrakech, c'est le contraire, parce qu'on a demandé qu'il faut que le numérique, la révolution technologique puisse profiter à la sécurité routière. D'accord. Sébastien Yonkosui dit, les DG venus d'ailleurs, est-ce que c'est efficace? Ça, je ne veux pas répondre. Au lieu de choisir... Non. Le DG est un manager. C'est ça. D'accord? Nous sommes des techniciens, on nous amène un manager. C'est vrai que s'il arrive qu'on choisisse un manager de la maison parmi nous, c'est pas mal non plus. Mais pour le moment, c'est l'État qui décide, c'est l'autorité politique qui décide de quel manager il va mettre à quelle place. Et nous sommes là, techniciens, pour travailler avec eux. C'est ce que nous faisons. D'accord, merci. Alors, pourquoi vous êtes muet sur l'éclairage public? Je suis Pourquoi pas le centre est muet? Je vous ai dit que je suis très à l'aise sur cette radio. C'est à vous de nous sauver. C'est à vous de nous sauver. Je suis très à l'aise sur cette radio parce que je vous ai dit que lorsque l'État finit de construire la route, l'État livre la route à la mairie, à l'autorité compétente. Je prends un exemple. Je prends un exemple, permettez-moi. Permettez-moi de prendre un exemple. Permettez-moi de prendre un exemple. Vous voulez pas que j'aille dans ce sens-là? Non, attendez. Le Centre national de sécurité routière se trouve dans la commune de Semenpodi. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Nous prenons la route de Semenpodi. C'est dans le noir. Oui. Pourquoi vous n'allez pas voir le maire de Semenpodi pour dire, monsieur, comment on fait pour éclairer la route? Ça nous crée des soucis. Oui, nous, au niveau, disons, de la sécurité routière, nous faisons ces remarques aux autorités. Nous ne manquons pas de... Vous faites ça. Non, c'est-à-dire ce qui est constaté... Non, Honoré. Ce qui est constaté sur leur territoire, lorsque nous finissons nos services d'audit de sécurité routière finis, on prend le rapport, on leur soumet. Maintenant, est-ce que ils ont les moyens d'allumer l'électricité tout le temps? Parce qu'effectivement, vous savez, ça crée beaucoup de dégâts lorsque la voie n'est pas éclairée. Mais la voie en race campagne peut ne pas être éclairée. C'est pas seulement ici, c'est un peu partout. Parce que en race campagne, vous utilisez les feux de route. Tout à fait. D'accord? Mais une fois encore, la courtoisie au volant intervient
lorsque vous voyez aussi quelqu'un vient en face de vous, vous sortez du feu de route et vous restez en côte, feu de croisement. Ce que les gens ne font pas au Bénin. Ça, c'est pas. Au Bénin, on est même champion en ça. Oui. On ne veut pas comprendre. Pourtant, la règle leur est enseignée. La règle est enseignée aux Béninois que c'est ce qu'il faut faire. Que c'est pas bien maintenant, en ville, voilà. Oui. En ville, il faut éclairer parce qu'en ville, il est interdit d'utiliser les feux de route. Voilà. C'est interdit. Voilà. Une fois, j'étais avec un ami. Et bon, voilà, il m'a pris et on traversait, ça se passait en France et il roulait en phare, en ville. À un moment donné, on a entendu le bruit de la sirène des voitures de la police et pour nous, ce n'était pas nous. Donc nous, on continuait. Jusqu'à ce que les policiers viennent dire non, c'est vous, arrêtez. Et on dit, c'est quoi? Il dit, regardez, vous roulez en phare. C'est dangereux route, quand même. En ville, c'est dangereux parce que vous allez créer d'accidents aux autres. Et on a été verbalisé la nuit là, pour ça. C'est clair. Seulement ce qu'il y a. Imaginez que la police commence par verbaliser à Cotonou les gens qui roulent en feu de route. On va commencer par crier. Oui, il veut nous soutirer de l'argent. Non, c'est de la sécurité routière. Et on vous a dit à l'auto-école que lorsque vous êtes en route, vous n'utilisez pas les feux de route quand vous êtes en ville. Il y a un cas précis, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Le cas des Tokpa. Exactement. Si un autre phénomène. Vous êtes obligé de répondre correctement aux auditeurs parce que les auditeurs vous attendent franchement sur ça. Cas des Tokpa, la conduite des Tokpa, des minibus. Il m'est arrivé un jour, que même un haut responsable de notre ministère de Cadre m'a interpellé là-dessus. D'accord. Sur les Tokpa. Lorsque le phénomène a commencé par se développer, au niveau du Centre national de sécurité routière, nous avons organisé un contrôle sur la voie de Porto-Novo. Parce que ça, c'est beaucoup de Porto-Novo qui étaient desservis. On a organisé un contrôle. Et ce jour-là, la plupart des Tokpa étaient garés. Vous savez pourquoi? C'est des jeunes qui sont sur le volant. Oui. Et ils n'ont pas le permis approprié. C'est des restrictifs qu'il faut avoir pour conduire ces bus. Et ils conduisent ça avec permis catégorie B. Et nous avons arrêté beaucoup. Et ce jour-là, notre directeur, il a reçu des sages. Des gens qui sont venus... Des coups de fil, non? Non, ils se sont même déplacés. C'est sage ou bien les autorités? Parce que les gars ont dit que ces bus-là appartiennent aux autorités. Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez changer l'expression? Non, moi je ne travaille pas à la NATT, donc je ne sais pas à qui appartient le véhicule. D'accord. Mais c'est vrai que quand j'arrête... Mais vous avez reçu des sages quand même. Qui sont venus dire? Oui. C'est leur gagne-pain. Ah, c'est leur gagne-pain. C'est eux qui achètent ces véhicules-là et qui mettent à la disposition de ces jeunes pour conduire. Et ces jeunes n'ont de dégâts pour personne. On était en train de programmer. Mais eux, ils sont des sages. Et ils recrutent des jeunes qui n'ont pas de dégâts pour personne. Comment on peut gérer ça? Ouais, tu veux conseiller. Au fait, les gens d'un certain âge. Je ne veux pas conseiller. Les gens d'un certain âge. Les gens d'un certain âge qui sont venus. Et notre directeur, après, il nous dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le phénomène de Tokpa, ça crie tous les jours. Moi-même, parfois, il m'arrive de conduire, d'aller m'arrêter devant eux. Parce que vous savez, c'est des gens qui, dans les guichets de péage, les gens qui travaillent dans les guichets de péage, le gars, il positionne sa voiture, quand il veut partir, il crache sur le visage de l'argent qui est là. Et un jour, il a craché et il est parti. Je l'ai poursuivi jusqu'à aller le coincer devant le rond-point qui va au CNSR. Et je lui ai dit, vous retournez. Vous prenez vos pièces, vous retournez au péage. Et vous allez et vous excusez là-bas. Et la police va vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est des gens qui ont des comportements déviants sur la route. D'accord? Et comme je vous le disais, nous sommes en agglomération, ils ne tuent pas forcément. Mais ils créent de désagréments à tout le monde. Énorme. D'accord? Énorme à tout le monde. Ce qu'il y a, au fait, le contrôle n'est efficace sur la route, je veux dire, que lorsqu'il est inopiné. D'accord? Donc, il ne faut pas donner rendez-vous, c'est pas ça. Mais au niveau du Centre national de sécurité routière, nous sommes en train de nous préparer parce que, moi, je le dis, en sécurité routière, non, d'organiser, nous savons vous allez revenir sur ce plateau, on va parler des autres sujets. Tokpa et d'autres sujets. La nature va faire que nous allons déjà faire l'opération et vous allez constater juste... En attendant, vous allez retourner, bien entendu, au niveau de la voie évoquée, la voie d'Adjara, la route pavée d'Adjara, pour faire quelque chose là-bas. Je peux aussi dire que cette voie aussi
est en construction. Oui, on effectivement, c'est un et chantier. Ça doit être livré à la mairie. Et il faut discipliner les usagers de la par route. exemple, quand l'autre voie qu'on est en train de réfléchir maintenant, ça dit l'ancienne voie, existait, les gens nous disaient, par exemple, pourquoi on ne fait pas voie à double sens, c'est-à-dire que ceux qui vont dans un sens pressent un côté, ceux qui vont dans un autre aussi prennent l'autre côté. Nous avons dit, il reviendra à la mairie de décider. Ça sera votre mot de fin. Voilà, il reviendra à la mairie de décider de quel usage on va faire d'une voie que l'État a construite et l'État lui a livré. Donc, globalement, alors je voudrais vous dire merci de nous inviter ici et de dire que la sécurité routière dans Cotonou, c'est beaucoup. Et je voudrais remercier d'ailleurs les mairies aujourd'hui, les arrondissements qui nous invitent à la session communale pour nous venir leur parler de sécurité routière et les engagements qu'ils ont pris pour pouvoir faire avancer. Merci beaucoup à vous, Monsieur Georges Anangono. Le temps nous a fait défaut, mais c'est pas grave. Vous avez dit l'essentiel, les auditeurs vous ont entendu, ils sauront apprécier et continuer le débat chez eux. Vous êtes socio-anthropologue et chef service communication et coopération au Centre national de sécurité routière. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour la participation et l'écoute. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpei, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je vous dis, restez câblés. 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Franc-Parler